avec nous. Maintenant, pour l'atome. La semaine passée, nous avons regardé par exemple un atome de lithium avec ici un numéro atomique de 3 et ici une masse atomique de 7. Si on regarde, ça veut dire que dans notre atome, il y a 3 protons et que il y a 4 neutrons comme ceci. Donc, l'information ici nous est donnée dans un tableau périodique. Cela nous aide à bien comprendre ce qui se passe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons un atome comme ceci, n'oubliez pas que l'identité d'un atome, c'est le nombre de protons ici qu'il y a à l'intérieur du noyau. Et nous avons ici à l'extérieur ce qu'on appelle des orbites ou c'est des endroits où il y a des électrons qui se promènent. Donc moi j'aime bien faire des petits E comme ceci. Puisqu'il y a 3 protons positifs, ça veut dire qu'il y a 3 électrons négatifs aussi. Et la raison c'est que si on pense aux mathématiques, si on a 3 positifs et 3 négatifs, c'est neutre, et donc la matière a tendance à vouloir rester neutre dans la nature. Très bien. Maintenant, lorsqu'on regarde un atome comme ceci, celui-ci, on a notre noyau avec la majorité de la masse, avec les protons et neutrons, les électrons qui sont autour, et les électrons ont un endroit spécifique autour de celui-ci. N'oubliez pas que si nous avons des charges négatives, ceux-ci se promènent ici, autour du noyau, un peu comme une planète autour du Soleil. On a une charge positive qui attire les négatifs parce qu'on a des charges opposées, mais puisque les électrons voyagent à une vitesse très rapide, donc qui approche la vitesse de la lumière, celles-ci veulent aller droit, mais à cause de l'attirance, les électrons restent autour. Maintenant, en chimie, les chimistes ont remarqué qu'il y a à peu près statistiquement, il y a 2 électrons qui se retrouvent sur le premier niveau ici près de notre noyau. Et lorsqu'il y a plus que 2 électrons, on se retrouve on a besoin comme d'un autre endroit pour mettre ces électrons. Un peu comme si on prend notre système solaire, on a le Soleil dans le centre et on a des planètes autour. Et les planètes ne sont pas dans la même orbite, mais ils ont leur place spécifique. Donc, voilà. Donc ici, on a 2 électrons, le premier niveau, et 1 sur le dernier. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il y a d'autres types d'atomes? Donc moi, je vais prendre le chlore comme ceci. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir regarder des composés tout à l'heure. Vous allez voir, c'est intéressant. Donnez-moi un instant, j'ai besoin d'un tableau périodique pour pouvoir avoir des infos sur le chlore. Donc si on regarde ici, c'est un exemple, c'est un manuel de science et on peut voir un tableau périodique ici. Et si vous allez sur Internet, vous pouvez voir le lithium est juste ici et le chlore est juste de l'autre côté ici. Donc nous allons regarder le chlore ici parce qu'il y a un but sur ce qu'on va discuter ce matin. Alors le chlore ici a un numéro atomique de 17 et ici, je vais faire 35 comme masse atomique. Donc ici, on a un autre atome, c'est un autre type d'élément. Et la raison pour cela, c'est regarder, ici il y a 3 atomes, ça identifie le type d'élément. Ici, non, excusez, il y a 3 protons, voilà, et ça identifie l'élément. Ici, il y a 17 protons. Ça identifie ce qu'est notre atome ici. Donc, si nous avons, je vais mettre ça mauve un petit peu, si nous avons 17 protons comme ceci, ça veut dire que la masse d'un atome de chlore est beaucoup plus grande. Donc, la masse par volume est beaucoup plus grande. Si nous avons une masse atomique de 35, ça veut dire qu'il y a des protons, comme nous avions tout à l'heure, 17 protons, mais il y a aussi
18 neutrons. Les neutrons, comme nous avions pour le lithium tout à l'heure, fait partie du noyau et fait partie de la majorité de la masse de cet atome. Je vais changer de côté, comme ça on va pouvoir se voir. Maintenant, nous avons vu tout à l'heure que nous avons des particules qui ont tendance à être neutres. Ça veut dire que s'il y a 17 protons, celui-ci aimerait avoir 17 électrons, comme ceci. Nous allons pouvoir avoir un atome qui est neutre. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons vu tout à l'heure que si nous avons 2 électrons, sur le premier niveau, il y a un maximum de 2 parce que les électrons ne veulent pas être près l'un de l'autre. Ça veut dire que si j'en ai 17, il y a des électrons qui doivent être à un autre endroit. Comme ceci et comme ceci. Ça veut dire qu'il y a un autre niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce niveau-ci, même si on est plus loin du noyau, on a beaucoup plus d'espace. Il n'y a pas un nombre illimité d'électrons qu'on peut ajouter. Pour le deuxième niveau, on a à peu près une dizaine, donc 10 électrons qui habituellement vont se retrouver ici statistiquement. N'oubliez pas que les électrons vont à une vitesse de la lumière. Ça veut dire que oui, ils vont suivre cette orbite autour, mais ce n'est pas une orbite comme une planète où c'est très bien délimité. Les électrons vont être différentes, alors leurs tracés peuvent être ondulatoires. Donc ça, c'est en gros où est-ce qu'on peut les trouver, malgré le fait que ça peut être quelquefois un petit peu plus loin ou un petit peu plus proche. Très bien. Donc ça va bien, on a 3 personnes aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous voulez des clarifications, mettez-les dans le chat. Je suis ici pour vous aider. Maintenant, chose importante. Si moi j'ai 17 protons et j'ai besoin de 17 électrons, et que je mets 2 électrons sur la première couche ici et 8 sur la deuxième, ça veut dire que j'en ai 10 jusqu'à maintenant, mais j'en veux 17. Alors ça veut dire que les électrons vont se retrouver à avoir un autre endroit où on peut les trouver. Donc ici, je vais mettre un électron, 2, donc ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc ça, c'est une représentation qu'on appelle une représentation d'un diagramme de Bohr-Rutherford. Donc pour ceux qui ont fait les sciences, ça ici, c'est un diagramme de Bohr comme ceci. Très bien. 2 scientifiques qui ont créé ce modèle où il y a la majorité de la masse dans le centre ici et les électrons qui se retrouvent à des endroits spécifiques autour du noyau. Très bien. Donc maintenant, ça c'est intéressant parce qu'on a ici un atome de lithium et si on regarde les échelles ne sont pas très bonnes. Donc moi, je vais retracer celui-ci. Je pense que ça serait une bonne chose. Parce que on veut avoir des échelles qui se ressemblent. Donc, on a nos 2 électrons sur le premier niveau et notre électron ici. La raison pourquoi je l'ai retracé, c'est que ici, le lithium a moins de protons, donc c'est un atome qui est plus petit que le chlore ici. Alors, on a des atomes ici, et ça représente la base des particules en chimie. Maintenant, une fois qu'on a ceci, la question c'est, OK, comment est-ce qu'on peut les organiser pour bien comprendre où est-ce qu'ils vont? Donc, j'ai montré tout à l'heure qu'il y avait un tableau périodique, comme ceci. Et le tableau périodique nous aide à organiser nos idées sur la chimie. Donc, c'est difficile à faire un zoom ici. Je ne sais pas si ma webcam, c'est pas toujours évident. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que si nous avons le lithium ici, donc si on regarde la formation, sur la première rangée, il y a 2 éléments.
deux types d'atomes, il y a l'hydrogène et l'hélium. Et ça nous aide à nous rappeler qu'il y a seulement deux électrons qui vont sur le premier niveau autour du noyau. Vous voyez, deux électrons ici et deux électrons là. Si on regarde le tableau périodique et on regarde la deuxième rangée, nous avons plusieurs éléments, incluant le lithium qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 atomes différents, 8 éléments différents qui se retrouvent sur cette rangée. Et ça, c'est une façon de se rappeler qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons maximum qui peut se retrouver sur le deuxième niveau ici. Et on se rappelle parce que c'est la deuxième période ou la deuxième ligne du tableau. Maintenant, chose intéressante, le chlore est juste ici sur le troisième niveau, la troisième rangée. Ça nous rappelle que on a des électrons sur la troisième rangée qui nous permet de pouvoir regarder comment est-ce que la représentation un peu par un dessin de qu'est-ce que c'est l'atome. OK. Maintenant, la question c'est comment est-ce que ceci peut être utile pour nous? Alors ça, c'est une bonne question. On a vu ici qu'il y avait un type de matière, le lithium. On utilise le lithium dans les piles, par exemple, pour faire fonctionner des voitures, pour faire fonctionner des appareils électroniques. Dans ça ici, c'est le chlore, comme ceci. Le chlore est utilisé pour les systèmes de traitement d'eau dans les piscines aussi, pour purifier et tuer les bactéries. OK. Donc la question c'est, on peut faire des choses avec ceux-ci. Maintenant, si on regarde le tableau périodique, il y a à peu près une centaine d'éléments. Mais dans notre univers, sur la planète, il y a plus que 100 matières différentes. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre une centaine d'atomes de types différents pour créer un très grand nombre de matières différentes? Et ça ici, l'idée, c'est qu'on a quelquefois des atomes qui vont décider d'aller ensemble. Donc, si on prend le lithium ici, il y a un sel qui s'appelle le chlorure de lithium. OK. Donc, un sel, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a dans l'environnement une situation où il y a un atome de lithium qui va décider d'aller avec un atome de chlore pour faire une nouvelle matière. Mais la question, c'est comment est-ce que ces atomes décident d'aller ensemble? Et ça fait partie un peu de la prochaine chose qu'on va discuter ensemble ce matin. Voyons voir. Vous vous rappelez les deux dessins qui sont ici? Vous vous rappelez que j'ai mentionné que cet atome veut rester neutre et cet atome veut rester neutre. Donc ça, c'est une chose que les atomes veulent faire. Donc, voyons voir. On va trouver une autre couleur. Alors, une journée dans la vie d'atomes. Donc, les atomes, ce n'est pas vivant. Par contre, ils ont dans le fait d'exister, il y a un cycle qui peut exister. Le premier cycle, qu'est-ce que c'est? C'est que l'atome tend à vouloir, comme ceci, être neutre. Comme ceci. On a vu ça ici quelques fois et je pense que c'est fantastique de ce côté-ci. Nous avons un exemple. Mais une autre chose intéressante, c'est que il y a une autre chose dans le cycle qui existe aussi. C'est que le dernier ici, niveau d'électrons plein. C'est un peu une simplification, mais ça explique très bien qu'est-ce qui se passe. Donc l'atome tend à vouloir être neutre. Nous avons deux atomes neutres ici. Par contre, l'autre chose qu'il veut faire, c'est qu'il veut avoir le dernier niveau qui est plein aussi. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend le lithium,
nous savons qu'il y a 2 électrons sur ce niveau et un ici, et qu'il pourrait ajouter 7 électrons ici autour pour compléter le dernier niveau. OK? Ici, on a le chlore, et le chlore ici, 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le deuxième. Il aimerait en avoir un ici pour compléter le dernier niveau, ici. Maintenant, on se retrouve ici avec des atomes avec des situations différentes. Le chlore ici a besoin d'un électron supplémentaire pour compléter le dernier niveau, tandis que le lithium ici en a besoin de 7. Alors ici, il y a des comportements de la matière qui va changer. Premièrement, c'est assez facile d'avoir un électron, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher 7 électrons. C'est un peu comme vous avez un tournoi de foot et puis vous pouvez faire une nouvelle équipe et il vous manque un joueur. C'est plus facile de trouver un joueur pour faire une nouvelle équipe que d'essayer de trouver 7 nouveaux joueurs pour pouvoir jouer entre amis. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le chlore, lui, va dire, OK, ici, j'ai le même nombre d'électrons que de protons, je suis neutre, mais j'aimerais avoir un autre électron pour compléter le dernier niveau. Le lithium ici se dit, OK, chercher 7 électrons, c'est un peu difficile. Par contre, voyons voir, ce que je pourrais faire, c'est que si j'enlève cet électron-ci, regardez, on se retrouve avec cette coquille, cet endroit où il y a les 2 électrons, où il y a le niveau maximum d'électrons disponibles. Alors ça, c'est intéressant. Parce que ici, le lithium, ce qu'il va faire, c'est va dire, bon, il se dit, alors, les atomes ne sont pas vivants, mais les affinités de charge, le lithium, c'est plus facile d'éliminer un électron. Et devinez qui aimerait avoir un électron. Ici, alors l'électron va venir comme ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a le lithium qui va donner son électron ici au chlore. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec le chlorure de lithium et c'est comme ça que la matière peut se former. On a des atomes qui ont des électrons d'extra qui sont prêts à les donner et il y a d'autres atomes qui aimeraient les recevoir aussi. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un composé. On appelle ça un composé ionique. Voyons voir si je peux changer ça, ça, ça et ça. Très bien. Donc LiCl, c'est un composé ionique. Donc peut-être que vous avez déjà entendu cette expression d'exposé ionique. Donc l'idée c'est ce sont des matières où il y a des atomes qui vont donner des électrons et il y a d'autres atomes qui vont recevoir les atomes. Maintenant ici, est-ce que notre cycle fonctionne? Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on tend à vouloir avoir des atomes neutres. Ça va. On a ici donné et reçu un électron. Donc, celui-ci fonctionne. Mais aussitôt que celui-ci fonctionne, nous n'avons plus des atomes qui sont neutres. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le lithium, aussitôt que l'électron part pour le chlore, il va dire, oh, maintenant, moi, j'ai 3 protons et 2 électrons. Donc, ce que j'aimerais avoir, c'est que j'aimerais trouver un électron qui pourrait venir me voir pour que mes charges soient neutres. De façon à ce que on puisse avoir un atome qui veut être neutre. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a un composé ionique, il y a un aller-retour entre les deux ici. Et cet aller-retour ici permet d'avoir une certaine stabilité. Et c'est fantastique. Donc, si on regarde un sel, donc le chlorure de sodium fonctionne de ce côté-ci. Il y a le chlorure de sodium aussi, comme le sel de table, qui fonctionne de la même façon. Donc, voyons voir. Donc, si nous avons
un lithium, un lithium, un lithium, comme ceci. Et un chlore, 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 chlore. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un électron qui est allé dans ce chlore-ci, mais le lithium ici qui veut avoir son électron peut venir rechercher l'électron qui est parti, mais peut aussi venir chercher un électron qui est dans un autre chlore. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des, comme ceci, il y a des électrons qui sont donnés et qui sont reçus. Et si on regarde un sel comme le chlorure de lithium, ça fait un peu souvent, ça ressemble à des cristaux qui ont des formes définies. Par exemple, si on a le chlorure de sodium comme ceci, le sel de table, on peut voir sous le microscope que ce sont des petits cubes. Et c'est intéressant. J'aurais dû trouver une photo pour vous le montrer. Donc ça ici, c'est un peu un exemple. On a parlé d'atomes. On a parlé d'atomes de chlore qui veulent recevoir des électrons. On a aussi parlé qu'il y a de nouvelles matières qui peuvent exister. Voilà. Ici, on a chiffre alphabet qui dit qu'est-ce qui va se passer lorsque le soleil va mourir? Oh, that's a good question. Alors, excusez, je viens de dire en anglais, je vais répondre à ta question d'astronomie dans un instant. Alors, c'est bien. Donc ça, c'était ma première partie. Parfait. En passant, pendant que j'organise mes idées pour répondre à la question de chiffre alphabet, est-ce qu'on peut mettre dans la section clavardage ici, d'où est-ce que vous venez? Moi, je suis au Canada maintenant. Est-ce qu'on peut taper pour me dire si on est ici au Canada ou on est dans d'autres pays? J'aimerais savoir. Et chiffre alphabet, je réponds à ta question dans un instant. Voilà. Donc ici, on a chiffre alphabet de France. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. C'est fantastique. Je suis allé en France il y a très longtemps. Probablement en 2004 peut-être, 2005, 2006. Ça fait un bout de temps. Mais voyons voir. Alors, ta question est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le soleil va mourir? Alors, la première chose qu'il faut essayer de voir, c'est comment est-ce que le soleil s'est créé pour voir l'évolution de notre étoile. Alors ici, question intéressante, chiffre alphabet. Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la chimie, dans l'étoile qui est notre soleil, ou tu aimerais savoir ce qui va se passer sur notre planète Terre? Ça, c'est deux choses différentes. Donc, est-ce que tu veux savoir ce qui se passe dans l'étoile, ou est-ce que tu veux savoir ce qui se passe avec notre planète Terre? Donc, si tu as la chance de le clarifier, ça serait très bien. Et moi, je vais parler un peu de soleil. Donc, l'univers. Donc, on peut voir des choses. Le premier, très bien. Alors, première chose intéressante, nous vivons dans notre univers et le début de notre univers était le Big Bang. Donc, il y a une grosse explosion. Ça, c'est la théorie du Big Bang. Mais lorsqu'on a une explosion, alors, pensez à une explosion qui peut arriver lorsqu'il par exemple, on va dynamiter dans une mine. Il y a une explosion, il y a beaucoup de poussière qui est créée. Donc ces poussières, après un certain temps, même si ce sont des petites particules, ils ont une petite masse, donc éventuellement, ils vont se rapprocher l'un et l'autre par gravité. Donc une petite particule, petite gravité, une autre petite particule, petite gravité. Mais lorsqu'il y a deux particules, c'est plus grand, donc la gravité commence à grandir. C'est pour ça que
Si on pense au Soleil, le Soleil est très très grand. Il y a à peu près 99% de la matière dans notre système solaire. Il y a une grande masse, il y a une grande gravité. C'est pour ça que notre planète peut tourner autour. C'est pour ça qu'on peut sauter, bien sûr. Mais si on va sur la Lune est plus petite, a une masse plus petite. Et c'est pour ça que lorsqu'on saute sur la Lune, on va faire des bonds beaucoup plus grands. Et la raison, c'est qu'il y a moins de gravité à cause que la masse est plus petite. Alors, les nébuleuses, qu'est-ce que c'est? C'est comme un nuage. Voyons voir. C'est un nuage de poussière qui contenait des particules. Donc, hydrogène, comme ceci. Donc, on parle d'atomes. Il y avait des atomes d'hydrogène qui ont été créés. Après un certain temps, ceux-ci se sont associés ensemble pour faire des particules. Et s'il y a aussi des étoiles qui ont des... Comment je pourrais dire ça? S'il y a eu des vieilles étoiles qui ont évolué et ont explosé, on peut avoir de la poussière. De la poussière d'étoiles, par exemple. Donc, ceci forme un nuage qu'on appelle une nébuleuse. Et cette nébuleuse, il y a ce qu'on appelle la théorie de la nébuleuse solaire. Donc, nébuleuse solaire, comme ceci. Et ça, c'était le début de notre Soleil. Donc, parlons un peu de l'histoire de notre Soleil. C'est bon. C'est une excellente question, un chiffre alphabet. Ça, c'est toujours quelque chose que j'aime très bien. Alors, c'est bon. Donc, il y avait notre nébuleuse. Oups, il y en a seulement une. Alors, notre nébuleuse, il y avait, prenons des étoiles, de la poussière comme ceci. Est-ce que tu peux voir les points? Parfait. Un petit peu de masse, ils se sont rapprochés, comme ceci, comme ceci. Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous avons des particules qui se sont rapprochées, mais à cause que dans le centre, on se retrouve avec, comme dans le centre de nuage avec plus de poussière, on s'est retrouvé avec une augmentation ici de la masse autour. Maintenant, ça c'est intéressant, parce qu'avec le temps, tout ce regroupement de poussière, d'atomes, ont fini par créer une grosse masse ici. Ici, une masse, une masse, une masse. Et ça ici, c'est cette idée qu'il y avait ce qu'on appelle des planétissimaux. Comme ceci. Il me semble que j'ai de la difficulté avec mon adjectif ici. Mais si on regarde ceci, on a une grande masse dans le centre. Donc ceux-ci se retrouvent avec la formation de planètes plus tard. Et si on va ici plus loin, on a eu une grande accumulation ici de matière et on a eu par exemple Jupiter, qui est une de ces planètes gazeuses. OK. Donc on parle d'évolution ici. Et en passant, ce sont des milliards d'années qui fait qu'il y a un développement. Nous avons dans le centre la majorité de la masse. Ici, on a une grande quantité de masse ici, qui était Jupiter. Et ici, on se retrouve avec toutes sortes de matières. On s'est retrouvé avec des morceaux de roche aussi. Et on se retrouve avec nos planètes. Maintenant, la question, c'est que se passe-t-il dans ce Soleil ici? Et je vais parler un peu de Jupiter aussi. Alors, donc ici, proto-étoile. Est-ce qu'on peut lire ce mot? Non, je vais les réécrire. Une proto-étoile.
étoile. Comme ceci. Qu'est-ce que c'est une proto-étoile? Tu te rappelles, chiffre alphabet, j'ai mentionné qu'avec la gravité, on se retrouve avec la matière qui va être attirée par la matière et ça va se concentrer dans le centre. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que le Soleil est très très grand, il y a beaucoup de masse. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a ce qu'on appelle beaucoup de pression, comme ceci. De la pression. Il y a beaucoup de pression parce que, tu sais, lorsqu'on va dans une piscine, on est sur le bord de la piscine, ça va, on va sous l'eau dans la piscine et on peut sentir l'eau qui est sur notre peau. Imaginez si nous étions dans un endroit où vous allez à la plage, vous faites un trou et vous êtes dans la plage et quelqu'un met du sable sur vous, c'est beaucoup plus pesant. Ici, on se retrouve avec de la matière et c'est très pesant parce qu'il y a de la masse. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que toute cette masse qui est ici va faire augmenter la pression et la conséquence de cela, c'est que la température ici va augmenter. Donc, lorsque la température va augmenter, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette proto-étoile, qui est de la matière qui existe, va avoir alors, la gravité sera de plus en plus grande, et éventuellement la pression sera tellement grande que la température va augmenter. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des atomes, comme un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène, qui vont aller ensemble et vont faire une nouvelle matière par fusion nucléaire. Comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec la fusion nucléaire, c'est que lorsque ces deux atomes vont aller ensemble, ils vont produire, mettons ça comme ceci, plus de l'énergie. Donc, nous avions de la poussière, un regroupement de masse dans notre... Où est le Soleil? La température a augmenté. On a de l'énergie qui a commencé. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la fusion nucléaire a fait qu'il y a eu de l'énergie qui a été produite comme ceci. Tu sais, lorsqu'il y a une explosion, l'énergie va vers l'extérieur. C'est la même chose ici. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que notre proto-étoile est devenue une étoile qui brillait tout seul. Comment est-ce que notre étoile brille tout seul? C'est parce qu'il y a la fusion nucléaire, il y a des atomes qui se fusionnent ensemble pour faire de nouvelles atomes. Et ces atomes ont de l'énergie qui sont créés. Alors, si on regarde notre Soleil, dans le ciel, ne change pas de dimension. Et la raison, c'est que il y a la pression vers le centre à cause de la gravité, mais il y a la température et l'énergie qui va vers l'extérieur. Et donc, nous avons une étoile qui est stable, comme ceci. On a une étoile qui est stable, qui produit une énergie assez constante et ce qui a permis dans notre système solaire d'avoir une planète Terre qui supporte la vie. Maintenant, Jupiter ici, c'est notre plus grande planète. Ce qui est intéressant avec Jupiter, c'est que oui, il y a une très très grande masse. Oui, il y a de la pression qui était ici, sauf qu'il n'y avait pas assez de matière. Ça veut dire que si on a l'hydrogène plus l'hydrogène comme ceci, il n'y a pas assez de pression pour créer de nouvelles matières et créer de l'énergie. Donc Jupiter ici est resté une planète gazeuse. Si Jupiter avait eu plus de masse, avait été plus grande, plus massive, il se peut que Jupiter aurait pu être une étoile. Donc il y a des systèmes solaires on appelle ça des étoiles jumelles qui tournent une autour de l'autre. C'est un exemple ici. Jupiter était trop petite pour créer sa propre énergie,
mais est quand même très, très massive et affecte notre... et fait partie de notre système solaire. OK. Donc, nous avons une étoile. Ça, c'est important. Et la prochaine question ici, alors ça, c'est pour la base qui explique comment est-ce que l'étoile a commencé. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le Soleil va mourir? Très bien. On a besoin de ça pour répondre à ta question ici pour chiffre alphabet. Donc, étoile, fusion nucléaire, comme ceci, H plus H va donner hélium plus énergie. Comme ceci. Maintenant, notre étoile est presque une grande... La majorité de notre étoile, c'est de l'hélium. Non, excusez, est de l'hydrogène qui se transforme en hélium et donne de l'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est produite. Ça veut dire qu'il peut y avoir un atome d'hydrogène et d'hélium qui va former un atome de lithium. Parce que ici, un atome d'hydrogène est un proton, plus un proton nous donne une nouvelle matière qui a 2 protons. Un proton plus 2 protons nous donne une nouvelle matière avec 3 protons, donc c'est le lithium. Et ça ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi de l'énergie qui est produite. On peut avoir, je ne sais pas, l'hélium ici plus le lithium. Alors ici, il y a 2 protons, ici, il y a 3 protons. Ça va nous donner une matière avec 5 protons. Et juste parce que je veux le dire, j'ai oublié. On a le bar. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que on se retrouve ici avec de nouvelles matières. Donc la nouvelle matière est créée dans le Soleil parce qu'il y a la fusion nucléaire. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que toutes ces nouvelles réactions de fusion nucléaire produisent de l'énergie et notre Soleil va briller. Mais dans la question ici, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque le Soleil va mourir? Et ça ici, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que on a beaucoup de matières qui existent. Par contre, lorsqu'on arrive au fer, le fer comme ceci, tiens, il y a 26 protons. Lorsqu'on se retrouve avec la création du fer à l'intérieur ici, et ça va se passer dans quelques milliards d'années. Donc, ne t'en fais pas, ce n'est pas quelque chose qui va arriver la semaine prochaine. Ça, c'est dans des milliards d'années et on ne sait pas si l'humanité va être là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des atomes qui, lorsqu'ils vont ensemble, vont créer le fer. Mais ici, ce qui est différent, c'est que tout à l'heure, tout ce qui a été créé produit de l'énergie et nous avons un soleil qui brille. Et ça, c'est important. Par contre, lorsqu'on arrive au fer, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour faire cela, on a besoin d'énergie pour faire le fer. Ouh, ça, c'est un peu intéressant. Donc, on a une étoile qui produit de l'énergie et ça, tout va bien. Produit de l'énergie par la fusion nucléaire, mais maintenant, on a une situation où ce qui se passe dans l'étoile ne produit plus d'énergie, mais a besoin d'énergie. Et c'est là que la fin du cycle de notre Soleil va arriver. Donc, voyons voir si je peux faire notre Soleil tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que ça, c'est la pression, comme ceci. Et on a une température qui augmente. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette pression a fait notre fusion nucléaire, voilà. Et cette fusion nucléaire
créer de l'énergie vers l'extérieur, parce que l'énergie va vers l'extérieur de notre étoile. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons notre énergie en noir, c'est parfait comme ceci. Donc si on est au début de notre étoile, on a beaucoup d'énergie qui sort, ça veut dire que notre étoile fonctionne bien. Mais si le fer qui est créé dans l'étoile a besoin d'énergie, ça veut dire que on a l'énergie ici. Donc ça veut dire que la pression ici sera plus grande que l'énergie qui est produite. Alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que ici, la force de l'énergie qui sortait vers l'extérieur va diminuer, comme ceci. La pression est toujours là parce que la masse du Soleil ne change pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve ici avec une étoile qui a toujours de la pression à cause de la gravité, mais l'énergie est absorbée par le fer. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre Soleil a une situation qui est un peu terrible. Parce que on a la pression qui est tellement grande ici que notre Soleil va finir par rapetisser de plus en plus. Parce que la pression augmente et il n'y a pas d'énergie pour l'équilibrer. Alors ça ici, c'est une question qui est intéressante parce que si la pression devient de plus en plus grande, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la gravité devient de plus en plus grande dans le centre ici, mais on ne peut pas faire disparaître la matière. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici dans notre Soleil? C'est que notre Soleil va rapetisser et devenir une naine blanche. Ça va devenir une petite étoile qui deviendra très très petite comme dimension, comme ceci, qui sera très très chaude quand même, mais la quantité d'énergie contenue à l'intérieur de ce petit point sera très très grande. Donc ça, c'est l'évolution de notre Soleil. Maintenant, n'oubliez pas que lorsque ceci arrive, il y aura des changements de dimension d'étoiles et cela va... Est-ce que je vais répondre à cela? OK. Je vais ajouter une dernière chose. Chiffre alphabet, tu vas voir, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Voyons voir. Je veux dire 3 choses en même temps et ce n'est pas toujours évident. Donc, on a notre Soleil ici. 1, 2, 3 et la Terre. Donc, nous avons ici les phases où nous avons un Soleil qui est assez stable. Notre petite Terre ici, tout va bien. Lorsqu'on va descendre ici sur la liste, qu'est-ce qui va arriver d'intéressant? C'est que les atomes deviennent de plus en plus gros et il y aura de plus en plus d'énergie qui sera produite. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre Soleil va finir par grandir de dimension et deviendra probablement plus grand que le diamètre de l'orbite de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle une géante rouge comme ceci. Et si tu veux que je parle du cycle du Soleil ou du cycle d'une étoile, c'est quelque chose que... J'ai une vidéo sur cela, si tu regardes sur la chaîne, sinon je pourrais expliquer. Cette géante rouge ici, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est produite, et éventuellement on va se retrouver ici où il y a la formation du fer, et on a une petite étoile qui va revenir à un petit point qui deviendra une naine rouge. Notre Soleil ne sera jamais une supernova. Notre Soleil est trop petit pour cela. Donc, ça, c'est un peu qu'est-ce qui va se passer. Et à la fin, lorsqu'on aura cette petite naine
blanche comme ceci. Alors, le phénomène ici va prendre probablement 3 à 4, peut-être même 5 milliards d'années. Et ici, on va se retrouver avec une naine blanche, et la naine blanche peut survivre des dizaines de milliards d'années dans le futur. Et donc, c'est ce qu'on se retrouve. Et donc, ça, c'est un peu le cycle de ce qui va se passer avec notre Soleil. Mais ne t'en fais pas, c'est pas pour la semaine prochaine, parce que ça, c'est dans des milliards d'années. Donc, c'est une excellente question ici, chiffre alphabet. Et donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions de clarification ou d'autres questions par rapport aux sciences maintenant? Donc, vous pouvez toujours l'indiquer. C'est toujours intéressant. Bon, il est déjà 10h48. C'est une excellente question ici. Chiffre alphabet, j'ai bien apprécié. L'astronomie, je l'aime beaucoup. Voyons voir. C'est bon. Donc, moi, je vais faire... Okay. On a parlé d'astronomie et du Soleil, je vais parler d'un microscope ce matin. C'est un microscope qui vient d'une compagnie qui s'appelle EduScience comme cela. J'en ai plus besoin, donc je me suis dit que j'allais le démonter pour vous le montrer. Et la façon que ça fonctionne, c'est que si on a ici comme ceci, donc on a comme ça, et j'ai ici comme ça. Perfect. Donc, ce que je vais faire, je vais expliquer comment est-ce qu'un télescope comme ceci fonctionne. N'oubliez pas que vous ne voulez pas utiliser un télescope directement vers le Soleil parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Vous avez besoin de filtres. Mais je vais expliquer un peu comment est-ce que... Ça, c'est ce qu'on appelle un télescope à réflexion. Un télescope à réflexion. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des étoiles. Donc, je ne sais pas si on peut voir. Je vais essayer de tourner ça un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. On a des étoiles ici. Et l'information des étoiles entre comme cela. Donc, ça, c'est la première chose. Vous allez dire, comment est-ce qu'on le sait? Donc, si je prends ceci comme cela, voilà, et qu'on enlève la partie ici, on peut voir ici que, donc je ne sais pas si on peut voir, il y a un miroir dans le fond. L'information, donc la lumière, entre dans ce bout-ci et va dans le bout qu'il y a, de ce côté-ci. Donc voyons voir si je peux, j'aurais dû défaire les vis tout à l'heure, pour que ça soit un peu plus rapide. Donc, si j'enlève les vis pour voir ce qui se passe, voyons voir, ça devrait aller assez bien. J'ai ma deuxième vis ici. J'ai ma troisième vis maintenant. Oups, on a besoin de les enlever. Comme ceci. Donc, l'idée, c'est nos yeux sont capables d'accepter et de voir la lumière, mais comment est-ce qu'on peut voir les étoiles le mieux possible? C'est d'avoir le plus de lumière possible. Donc, voyons voir. Alors, voici la première petite vis. On a la deuxième qui va arriver. J'aurais dû les dévisser avant que vous veniez, mais je me suis dit que j'allais découvrir avec vous ce matin, au fur et à mesure, parce que j'aime bien pouvoir découvrir avec vous. OK. Donc, voilà.
Nous avons notre... Ici, j'enlève le petit bout. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que nous avons un miroir. Il est un petit peu sale. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a un miroir. Et on peut voir ici notre petite caméra. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce miroir, c'est que le miroir est concave. Le miroir est concave comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans notre façon ici, on peut voir que il y a l'oculaire. C'est ici que les personnes vont pouvoir voir les étoiles. Donc, quelque chose se passe dans notre tube ici. Et voyons voir comment vont les rayons de lumière. Voyons voir, très bien. Puisque nous avons un miroir, où est mon crayon? Il est ici. Et que c'est un miroir qui est concave, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les rayons vont être focusés vers le centre. Donc, je vais changer de couleur. Et on va voir, peut-être que je pourrais mettre du noir. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Très bien. Donc, on a des rayons qui sont concentrés à cet endroit-ci. Et donc, si on était pour faire un point focal, le point focal serait juste ici. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant. Et c'est à cet endroit juste ici. Donc, je vais prendre un instant. Je ne sais pas si je peux... Oh, c'est pas toujours évident. Voyons voir. Juste parce que je veux le faire, ça ne fonctionnera pas. Oh, j'ai une idée. Donc, si on regarde, on a quelque chose dans le centre ici. Donc, il y a quelque chose dans le centre qui est juste ici. Donc, voyons voir qu'est-ce que c'est. Donc, ici, j'ai des petites vis qui sont différentes. Donc, moi, je vais les enlever. Et on va regarder ce que nous avons. Donc, voyons voir ici. On va enlever. C'est presque fini. Donc, on peut voir l'ingénierie ici de notre télescope. Voyons voir. Alors, ça ici. Et il y a la dernière partie qui est juste ici. Alors, ça ici, ce sont 3 petites vis pour ajuster ce qu'il y a à cet endroit. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a? Alors, si je prends la partie ici, regardez, il y a un autre petit miroir. Voyons voir si on peut le voir ici. Ah, voilà la caméra. On peut voir qu'il y a un autre petit miroir ici. OK. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un autre miroir? Et voyons voir. Nous venons de voir qu'il y a un miroir qui est installé comme ceci. Et ça, c'est important parce que nous avons nos rayons qui vont ici, comme cela. Mais à cause qu'il y a un petit miroir ici, il y a... Alors, s'il n'y avait pas de miroir, les rayons se concentreraient ici. Ça veut dire que... Voyons voir comme ceci. Les rayons ont changé de direction, vont se concentrer ici. Et on a ici une image qui devient utile. Alors, nous avons ici nos objets, qui sont nos étoiles, qui est de la lumière qui entre dans notre télescope. Et on peut voir que c'est juste un grand tube comme cela. Les rayons vont sur un miroir qui est concave. Les rayons changent de direction ici pour pouvoir aller dans l'oculaire pour que la personne ici, donc il y a une personne qui est ici, qui va regarder et on va regarder l'image. Maintenant, il y a un avantage avec les miroirs.
c'est que les miroirs changent les directions de la lumière et c'est pas très cher et la réflexion est fantastique. Si nous avons des télescopes avec des lentilles, donc vous savez, des fois on voit les longues vues d'un pirate par exemple, lorsqu'on regarde des films, lorsque la lumière passe à travers une lentille, quelque chose où la lumière passe à travers, c'est pas aussi clair comme image. Donc, les télescopes à réflexion sont fantastiques comme ceci. Les rayons ici se concentrent. Il aimerait se concentrer ici, mais puisqu'il y a un autre miroir qui est plan ici, il y a ici un changement de direction. Et à ce moment-là, les personnes vont voir les petites étoiles qui sont juste ici. Et on se retrouve donc à ce moment-là avec la vision de ce que nous regardions. Maintenant, ça ici, c'est un petit télescope. Alors ici, c'est à peu près 11 ou 12 cm de diamètre. Maintenant, si nous pouvons avoir un télescope au lieu de 10 ou 12, nous avons, je ne sais pas, 25 cm. Ou si nous avons 2 mètres. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est fantastique parce que plus il y a de la lumière qui entre dans le télescope, plus il y aura de la lumière qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est l'avantage de pouvoir avoir utilisé la réflexion dans les télescopes. Je sais qu'il y a un nouveau télescope qui est retardé de ce temps-ci, c'est James Webb. Et le télescope de James Webb, c'est que ici, au lieu d'avoir un miroir concave, et je vais voir si je peux emmener une photo avec vous la semaine prochaine. On utilise des miroirs qui sont ici hexagonales, comme ceci. Donc, au lieu d'utiliser un miroir, parce que les miroirs sont quand même, c'est pas toujours évident de les faire, et il y a certains coûts à ajouter. Par contre, au lieu d'utiliser un grand miroir, si on utilise plusieurs petits miroirs et qu'on les contrôle ici, ceci permet d'avoir un miroir qui est concave comme ceci, où on pourrait même changer la courbure si on veut. Et ça, c'est un avantage, bien sûr, pour l'astronomie. Et bien sûr, ça, c'est les points que je voulais mentionner avec vous. Et ça, c'était un petit ajout avec le télescope. Et vous savez, la question de chiffre alphabet entrait de façon très bien avec le Soleil. Donc, il est déjà